Bien, bonjour et bienvenue les acharnés du WRC. On retrouve Guillaume. Avec Guillaume, on va parler du rallye de Finlande. Alors, le rallye de Finlande, 7e victoire en WRC de Elfyn Evans qui gagne avec 39 secondes sur Thierry Neuville. Avant de te donner la parole, on va faire le classement. Elfyn Evans qui gagne devant Thierry Neuville. Katsuta 3e à 1,36. 4e, Teemu Suninen à 1,41. Devant, et tu vois comment je suis content, Jari-Matti Latvala qui finit 5e à 4 minutes 09. On avait dit quoi la dernière fois? Je crois que tu avais dit un top 5 pour un top 5. Jean-Marie. Ouais. 6e, Oliver Solberg à 9 minutes 33, qui ne marque pas de points pour le WRC2. Devant, Pajarri qui lui gagne le WRC2 qui a 10 minutes. Et enfin, notre petit Français qui a fait un rallye absolument formidable, Adrien Fourmeau qui finit 8e et 2e du WRC2. C'est absolument fabuleux. Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce que tu as pensé de ce rallye? Eh ben, salut Fabien, bonjour à toutes et tous les aficionados du rallye. Écoute, ce rallye de Finlande extrêmement intéressant, du début à la fin, avec des bagarres vraiment à tous les niveaux, dans toutes les catégories. Donc c'est ça qui était super intéressant. J'ai eu peur au début qu'on parte sur un cavalier seul de notre ami Kalle Rovanperä, et puis malheureusement pour lui et peut-être heureusement pour la suite du championnat et même de ce rallye, sa grosse erreur s'est payée cash, et puis on a eu une très très belle course derrière. Et tu vois, moi, de mon côté, je suis pas loin de penser que l'homme du rallye, la plus grosse perf, comme tu l'as mentionné, c'est notre petit Français Adrien Fourmeau, qui se rappelle à notre très bon souvenir. Donc on en parlera, mais très très grosse performance, et qui n'occulte pas non plus la belle victoire de Elfyn Evans et toutes les autres perfs dont on va discuter. Alors, tu sais, moi, j'ai l'impression d'être un petit peu un visionnaire, tu sais, d'avoir une boule de cristal, mais à l'envers. À chaque fois que je te lance un truc, il se passe l'inverse. Tu as vu, la dernière fois, je te disais, voilà, le championnat est plié, il va être champion du monde, et puis patratara. Elfyn Evans gagne la Power Stage, ça a été l'homme du rallye. On va juste faire un point sur le classement. Kalle Rovanperä, 170 points. Elfyn Evans, 145. Neuville, 134. Otanak, 104. Au niveau des constructeurs, Toyota, 378. 311 pour Hyundai. M-Sport qui suit avec 205 points. Alors, tu vas me dire, il y a quand même un gros écart entre Kalle Rovanperä et Elfyn Evans, mais je suis tenté de te dire, il n'a plus droit à l'erreur, notre ami Rovanperä. Il fait un très beau rallye, début de rallye. Alors, c'est scratch dans la 2, dans la 3, dans la 4, dans la 5, dans la 6 et dans la 7. Et puis, voilà, grosse sortie de route. Je suis tenté de te dire que c'est quand même un petit peu c'est un peu le jeu de sortir, mais c'est vrai que là, Elfyn Evans fait un beau rapproché au classement. Déjà, je vais me rallier à ta cause. Je pense qu'on n'est pas fait pour faire des paris sportifs, et c'est pas là-dedans qu'on va faire fortune. Ça c'est clair, parce que notre podium à tous les deux, et puis moi je crois même que j'ai 0 sur 3 sur le podium que j'avais dit lors de notre dernier épisode. Mais effectivement, ça a été un rallye plein de surprises, plein de rebondissements, avec un podium qui est complètement inattendu. Il y avait 9 rallye 1 qui étaient engagés, 4 Finlandais, et on n'a pas un seul Finlandais sur le podium. Donc ça, c'est une chose à noter, parce que les victoires des non-scandinaves au rallye de Finlande sont déjà très très rares. Et si on enlève les 3 victoires de Sébastien Loeb à son époque, il n'en reste plus beaucoup sur les 50 ou 60 éditions qu'il y a dû y avoir. Peut-être pas, non, j'exagère. Plutôt 40 ou 50 éditions. Donc oui, ça a été un très très beau rallye. Comme tu l'as mentionné, ça relance complètement le championnat, parce que 25 points d'écart entre Elfyn Evans et Kalle Rovanperä, c'est moins d'un rallye avec des points de Power Stage. Et il ne faut pas oublier que le prochain rallye, c'est l'Acropole, la Grèce, un rallye extrêmement cassant. On ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Kalle Rovanperä sera premier sur la route. Alors certes, il y a moins de chances du coup qu'on lui ressorte des grosses pierres et qu'il ait des casses mécaniques, mais le rallye de l'Acropole, c'est quand même un rallye extrêmement compliqué. Les mécaniques seront mises à rude épreuve. Donc certes, on a vu que les Toyota, elles répondaient à l'appel dans ces conditions-là, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri. C'est un sport mécanique.
Et oui, je pensais pas qu'aujourd'hui, on se dirait que le championnat est complètement relancé et que Elfyn Evans, il va avoir une possible deuxième chance après son championnat perdu contre Sébastien Ogier il y a quelques années. Alors, avant de parler du rallye en lui-même et des performances de toutes les équipes, je voudrais revenir avec toi quand même sur un petit truc que moi j'ai noté. Alors, j'ai pris des notes parce que tu sais, j'ai un petit peu bossé. Alors, excuse-moi, je m'y perds, je suis pas un professionnel. Mais voilà, si ça y est, Rallye de Finlande, on nous dit que c'est un peu le Grand Prix sur Terre. Je vais te donner juste les kilomètres moyens sur les spéciales. J'ai Voilà. la même. J'ai la La même. 2, 126. La 343, 104, 134, 126, 124, 139, 133, 100. Enfin, ça a été un rallye de folie. Alors, il y a eu des sorties de route, mais pour une fois, je suis tenté de te dire que c'est un petit peu normal parce qu'avec des vitesses de passage aussi énormes et aussi un terrain aussi dégradé avec des conditions climatiques très moyennes. Moi, parfois, je me suis cru au RAC parce que j'ai eu la chance d'aller au RAC à l'époque où ça se faisait dans les forêts galloises. J'ai eu l'impression d'être en novembre dans les forêts galloises à certains moments. Ça a été un rallye quand même assez compliqué avec quand même des vitesses de passage énormes. S'il y a eu des sorties, c'est un petit peu normal. T'en penses quoi, toi? Et comment ils ont fait pour faire des performances aussi énormes? Je suis assez d'accord avec toi. La plus grosse surprise, en fait, c'était de voir en Estonie qu'il y a eu zéro accident sur un terrain qui était à peu près similaire, des vitesses moyennes qui étaient proches, même si pas aussi élevées. Ça a été quand même un exploit que tout le monde ramène la voiture en une seule pièce pour ceux qui ont eu la chance de ne pas avoir de problème mécanique. Mais là, le rallye de Finlande, les conditions climatiques et l'envie vraiment de donner vraiment le maximum. Oula. Pardon, c'est moi. Ouais. Donc on fait que effectivement il y a eu des conditions très particulières en plus avec la pluie, cette terre qui se pommadait et qui en plus se creusait énormément sur les deuxièmes passages. On a vu des rails qui se creusaient, qui se gorgeaient d'eau et les premières voitures qui allaient couper dans les cordes ramenaient de la terre, une sorte de glaise en fait, qui rendait la surface encore plus glissante pour ceux qui arrivaient derrière. Et on a vu énormément de pilotes se faire des grosses chaleurs, que ce soit Suninen, que ce soit Katsuta avec son gros tête à queue qui aurait pu être beaucoup plus conséquent. Et puis malheureusement, il y en a qui sont sortis pour le compte. On pense à Esa-Pekka Lappi, à Kalle Rovanperä, bien évidemment. Donc oui, j'allais dire la plus grosse surprise, c'était plutôt l'Estonie qui n'ait pas de casse. En Finlande, il y a toujours des sorties plus ou moins spectaculaires. Ils prennent d'énormes risques. Et là, c'est un petit peu moins étonnant d'avoir ce plateau aussi réduit à l'arrivée. Et le fait que Oliver Solberg arrive sixième sur sa rallye 2 et Jari-Matti Latvala cinquième montre que effectivement le plateau est quand même assez famélique ces derniers temps et que ça manque clairement de voitures du top niveau, quoi. Alors, on va y aller équipe par équipe, Toyota, Hyundai et Ford, comme d'habitude. Alors, moi, je vais mettre les pliés dans le plat, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que ce rallye, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt parce que même si Rovanperä a abandonné sur une grosse sortie de route, Toyota a écrasé le rallye une nouvelle fois. Je vais prendre pour preuve de la 2 à la 7, c'est les scratchs, c'est Kalle Rovanperä. De la 7 à la 22, c'est Elfyn Evans qui a écrasé tout le monde. Tu as Katsuta qui finit sur le podium. Et enfin, tu as Latvala qui finit cinquième. Je suis désolé, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais cette auto et cette équipe, ils sont au-dessus. Même si Neuville, même si Suninen, même si Lappi l'a fini au tas, même s'ils essayent de donner l'échange, ils n'y arrivent pas. Ils arrivent à s'approcher, mais l'auto est au-dessus, l'équipe est au-dessus. Qu'est-ce que toi, tu en penses de la performance de Toyota? Moi, j'ai l'impression que la sortie de Rovanperä a un petit peu minoré la performance de Toyota dans son ensemble. Tout à fait d'accord. Les chiffres vont clairement dans ce sens, hein, 22 spéciales, 18 scratch pour Toyota avec 3 pilotes différents qui font
qui font des temps scratch, même Takamoto Katsuta qui en fait 3. Oui, c'est ça. Pardon. Voilà, donc voilà, clairement, tous ceux qui étaient en bagarre directe, Evans avec Neuville, Katsuta avec Suninen, ont pris le dessus sur la fin. Donc oui, clairement, il y a encore un bon gap de performance entre les Toyota et les Hyundai. Les Hyundai qui progressent très clairement, petit à petit, mais qui sont pas encore au niveau pour vraiment mettre la pression sur les Toyota. Et je dirais que si Kalle Rovanperä a fait cette erreur, c'est plus parce qu'il était sous pression de la part de Elfyn Evans que de Thierry Neuville, qui petit à petit perd des pieds. Il a eu ses petits problèmes d'essuie-glace. Le fait qu'il se déconcentre, il coupe même son effort 100 mètres avant l'arrivée d'une spéciale parce que déconcentré par les problématiques d'essuie-glace. Donc ça fait que oui, il remonte petit à petit. Peut-être que l'arrivée de François-Xavier de Maison, de Cyril Labitboul commence à payer petit à petit. Christian Loriot aussi qui va de plus en plus mettre sa patte sur la conception et sur les modifications, évolutions de la voiture. Mais il y a encore un gros gap. Avant sa sortie de route, Lapie était quand même assez dépité justement de l'écart qu'il y avait toujours par rapport aux autres pilotes. Il était clairement couteau sous la gorge à prendre des gros risques. C'est pour ça qu'il sort aussi. Donc oui, c'est encore une performance majuscule de la part des Japonais. Et puis voilà, Latvala, on va le mettre un petit peu de côté parce qu'il n'avait pas la voiture de cette année, il avait encore la voiture de l'année dernière. J'aurais bien aimé quand même qu'un Pierre-Louis Loubet puisse rester un petit peu plus longtemps en course pour essayer de voir si comment ça se positionnait justement par rapport à Latvala, qui s'est assez vite retrouvé dans son monde en fait. Hein. Il termine 5e parce qu'il y a beaucoup d'abandon devant. Il finit loin devant toutes les WRC2, donc c'est là exactement où on pouvait l'atteindre, où on pouvait espérer l'avoir. Mais bon, voilà, performance à mettre à part, une grosse performance en tout cas de sa part et du Haninen. Ils se sont régalés pendant tout le rallye. On a vu les caméras embarquées ou même ils rigolaient dans les spéciales parce qu'ils faisaient des gros passages avec un gros cœur. Et en tout cas, ça faisait vraiment plaisir à voir. Ça a été un grand rayon de soleil dans ce rallye, en tout cas pour ma part. Ravi de voir qu'on peut encore prendre beaucoup de plaisir à rouler dans ces autos. Mais comme tu l'as dit, Toyota clairement au-dessus, encore, par rapport à la concurrence. Alors, c'est vrai que tu as eu exactement le bon calcul, parce que moi, je m'étais trompé de colonne. La 1, c'est pour Tanak. La 2, c'est pour Katsuta. La 3, les autres, c'est pour Rovanperä. Il y en a 3 pour Neuville. Après, voilà, il y a Katsuta qui refait la 18 et la 20. Enfin, je m'étais trompé dans les calculs des scratchs. Mais en gros, c'est vrai que Toyota, il crachait la majorité des scratchs. Je voudrais revenir sur un pilote, moi, qui m'a étonné. Et enfin, je suis content parce que depuis le début de saison, il tape un petit peu dessus. Et là, il a fait quand même une performance magistrale. Il a été à la bagarre. Moi, il m'a offert. Pour moi, ça a été la bagarre du week-end. Il m'a offert une bagarre le samedi absolument magnifique. Le dimanche aussi, c'est Katsuta. Enfin, Katsuta. Ouais, enfin le japonais volant qui revient. Ça va demander confirmation. Il en était capable de ses coups d'éclat. Il l'avait déjà fait sur des rallyes où il avait été peut-être un petit peu plus attentiste. Il avait eu des podiums sur des rallyes beaucoup plus cassants où il avait bénéficié d'abandon d'autres pilotes. Là, encore une fois, c'est un peu le cas. Il n'y a pas Tanak, il n'y a pas Rovanperä. On peut assez facilement imaginer qu'ils auraient terminé devant, ce qui l'aurait fait terminer 5e. Voilà, c'est encore un peu impondéré, mais en tout cas, il est resté sur la route cette fois, malgré une grosse attaque, parce qu'il y a eu une vraie bagarre avec Suninen. L'avantage qu'il avait par rapport à Suninen, c'est clairement le temps passé dans la voiture sur les derniers mois et les dernières années. Donc il a répondu présent.
Je dirais, il a répondu présent, ça a été une belle bagarre. Et effectivement, s'il y a eu cette bagarre avec Spininen, bah, c'est aussi parce qu'il fait sa petite erreur et ce gros tête à queue qui lui fait perdre une vingtaine de secondes. Donc à la régulière, il était quand même assez clairement au-dessus de Teemu Sulinen, ce qui est tout à fait normal, puisque Teemu, lui, c'était son deuxième rallye seulement dans la rallye 1. Le rallye de Finlande, il l'avait plus fait depuis quelques temps. Normal, je dirais au final, mais une belle performance en tout cas, et avec son grand patron Aikyo Toyoda qui était présent en tant que team manager à la place de Jari Matti. En tout cas, il a su supporter la pression, délivrer ce qu'on lui demandait. Il marque des gros points pour le championnat constructeur aussi. Il se fait un joli podium. Une belle course de sa part. On va parler aussi de Delphine Evans. Alors, Evans, il m'a fait une Pérez, mais à l'envers. C'est-à-dire que Evans, en général, tu vois, Pérez avec Verstappen, en général, c'est Pérez qui fait l'erreur. Et puis là, moi, j'aurais pas cru. Sincèrement, moi, j'y croyais pas. En tout début de rallye, c'était à la bataille. Il était un peu à la limite. Et hop, c'est lui qui fait craquer Rovanperä quand même. Il fait une performance majuscule. Puis en plus, il peut assurer dans la dernière spéciale. Il va chercher les points de la Power Stage. Il ne s'avoue pas vaincu. Il n'est pas vaincu. Il a tout contre. Mais il est encore là. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. De toute façon, il a rien à perdre. Même si, alors oui, il serait effectivement passé pour le dindon de la farce s'il avait fait une sortie dans la Power Stage. Mais n'empêche que tous ces points, il en a besoin. Hein. Si aujourd'hui il est en dessous d'une victoire bonifiée par rapport à Kalle Rovanperä, c'est parce qu'il va chercher ses 5 points aussi. Clairement, s'il veut encore avoir une chance, c'est pas en jouant l'épicier, c'est en attaquant fort. Là, c'est lui clairement qui pousse Kalle Rovanperä à la faute parce qu'il était toujours à portée de tir d'un tête à queue, d'une crevaison, d'on ne sait quoi. Et Kalle Rovanperä, même s'il faisait des scratchs, à chaque fois, il disait qu'il n'était pas content de son temps, qu'il n'était pas content de la voiture. Moi, je l'ai trouvé un peu je sais pas comment dire, c'est pas hautain, mais en tout cas, on avait l'impression que malgré le fait qu'il enquillait les scratchs tout le temps, il réduisait un petit peu sa performance. Et puis bah, finalement, il fait cette faute. Donc je pense que c'est qu'il était quand même sous pression, qu'il n'avait pas tant que ça sous le pied, et qu'il avait beau dire qu'il n'était pas content de lui, qu'il avait encore un peu de marge. Je suis pas certain qu'il y en avait tant que ça parce qu'il n'aurait pas joué autant, et même s'il avait dit qu'il jouait le championnat plutôt que sa victoire à domicile, bah, je suis quand même convaincu qu'il aurait aimé faire briller le drapeau finlandais sur le podium, quoi. Alors, je vais revenir sur un dernier point de Toyota, sur un pilote que moi j'ai adoré. Moi, je suis les rallyes depuis de nombreuses années. Et moi, ce pilote-là, je l'ai vu grandir. Je l'ai vu chez M-Sport casser des voitures en Angleterre quand il était tout jeune. Et moi, je me suis toujours dit, lui, un jour, il sera champion du monde. Une fois plus, comme je suis nul en pronostic, ça ne s'est pas produit. Mais je suis tenté de te dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Jari Matti, s'il avait conduit avec la tête qu'il a eue aujourd'hui, avec son approche un petit peu détendue de patron, tout ça, il en aurait décroché un de podium. Parce que là, il était en assurance, il était serein. Alors, tu vas me dire, il y a la pression, il y a tout ça, mais s'il avait conduit de cette manière-là, il y a quelques années en arrière, je pense qu'il en aurait décroché un de titre. Hein. On peut pas refaire l'histoire. Non, alors on ne fera pas, mais il a un paquet d'années en plus. Il est passé team manager de l'autre côté de la barrière. C'est pas la même pression. Oui, comme tu l'as dit, il en a cassé des voitures. Il a gagné des rallyes. Il a fait des temps énormes. Il n'avait pas forcément en carrière cette gestion de la course et de ses émotions qu'il peut avoir aujourd'hui avec beaucoup plus de recul. Mais ça n'enlèvera pas que ça a été un très 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 grand pilote du WRC avec des batailles homériques contre même Loeb sur la fin de sa carrière, et puis après contre Sébastien Ogier. Mais il est tombé contre des grands champions.
on peut toujours se poser la question. Hein. J'aperçois ton t-shirt de Michael Jordan. Charles Barkley, il a pas de bague en NBA. Qu'est-ce que ça aurait fait s'il n'y avait pas eu Jordan? Poulidor, qu'est-ce que ça aurait fait s'il n'y avait pas eu Eddy Merckx? C'est dans tous les sports un peu comme ça. Regarde, en trail, pareil, tous ceux qui ont perdu contre Keegan Jornet, bah voilà, si tu tombes contre un extraterrestre, c'est comme ça. Tu peux que essayer de faire de ton mieux. Et Jari Matti, il a pas de regret à avoir. Il a fait des grosses boulettes, oui, c'est sûr. Il est sorti sur des dernières spéciales où il avait la victoire dans les mains. Mais il a toujours conduit avec son cœur, avec sa dévotion. Il a toujours été très émotif dans ses réactions d'après spécial. Ça s'est remontré encore sur ce rallye. C'était quand même super sympa de voir les analyses techniques et de driving et en fait de pilotage qu'il pouvait faire. Il a donné bien plus d'informations que tous les autres pilotes depuis le début de la saison, quasiment sur le comportement de ses voitures, sur comment les améliorer, sur là où il est à l'aise, là où il n'est pas à l'aise. Bah, c'était un régal de le voir se prendre plaisir avec Yuo dans la voiture. Mais oui, c'est dommage. Mais comme on dit en anglais, c'est un what if. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Stéphane Gentil qui même à la fin d'une spéciale, il débriefait tellement les chronos avec les mains, avec Yuo. Il leur a dit qu'il dansait la Macarena. Mais en fait, c'était ça. Tu voyais que des mains passer, mais tu avais vraiment l'impression qu'ils se sont éclatés sur ce rallye. Oui. Bah, après, voilà, je te l'avais communiqué un petit peu. C'est vrai que Yuo, juste avant le rallye, bah, c'était son anniversaire. Donc, je lui envoie un petit message comme régulièrement. Et puis, il me disait que oui, l'objectif, c'était clairement de prendre du plaisir dans les meilleures voitures du monde sans aucune pression du résultat et que l'objectif c'était clairement juste de ramener la voiture, de pas faire de boulettes. D'ailleurs, Jari Matti s'est un peu fait engueuler par Yuo à la fin de la deuxième spéciale parce qu'il avait tapé une petite pierre et que ça aurait pu être beaucoup plus dramatique et que du coup ça aurait été très dommage. Donc ils ont fait les choses les unes après les autres, ils se sont montés en confiance, ils ont fait des jolis temps et le fait que sur la Power Stage, il arrive même à marquer un point devant Pierre-Louis Loubet avec une voiture de l'année dernière, on le répète, c'est quand même pas anodin et ça, ouais, le niveau pourrait être là sur d'autres manches si jamais ça venait à se reproduire, mais je pense pas. Alors, on va passer à Hyundai. Alors, je ne sais pas si tu as débriefé avec moi. Alors, je vais te lancer. Hyundai, une ville admirable, mais j'ai l'impression qu'il a montré un petit peu les limites de la voiture. Voilà, et on sent que il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Lappi, il a joué, il a perdu, mais il a été absolument admirable sur le début de rallye. Puis Suninen qui monte en puissance, qui est là, qui a fait un beau rallye une fois de plus. Bon, il perd contre Katsuta, mais tu nous as dit que c'était quelque part normal, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que toi, tu penses de la performance globale de Hyundai? Est-ce que tu as l'impression que ça progresse, que ça stagne? Comment tu as trouvé la performance de Hyundai sur ce rallye de Finlande? Tout à fait d'accord avec toi. Tu prépares tellement bien que je commence à me faire un petit peu de soucis. Là, je ne sais pas si tu vas continuer à avoir besoin de moi dans les prochaines analyses, hein, mais, mais en tout cas, non, je suis à 100% d'accord avec toi. Thierry Neuville qui a perdu pied petit à petit dans la journée de samedi sous les coups de boutoir de Elfyn Evans qui continuait d'attaquer, mais pas forcément d'attaquer très fort. Hein. Je pense qu'il en avait encore un petit peu si jamais il y avait eu besoin, mais on l'a vu, un écart qui s'est creusé petit à petit. Thierry Neuville qui assez rapidement aussi a dit de toute façon, à la régulière, je vais avoir du mal à aller le chercher. Donc, je reste pour lui mettre la pression. On ne sait jamais. Voilà, hein, il n'y a personne qui est à l'abri d'une erreur. Isa-Pekka Lappi, on en a déjà un petit peu discuté, qui voulait clairement, il avait carte blanche. Il voulait clairement attaquer, aller chercher sa deuxième victoire sur son rallye à domicile. Comme tu l'as dit, il a joué, il a perdu. Une toute petite erreur sur cette surface très pommadée, très glissante, comme on l'a dit, avec de la terre qui est ramenée par les concurrents précédents. Je me permets de te couper sur Lappi. Il a vraiment pas de chance parce que quand tu vois la sortie, elle n'est pas folle. Il va se prendre un arbre
et ça lui détruit tout. Mais en fait, elle est récupérable, l'auto. Elle n'est pas folle, la sortie. Hein. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, non, ouais, non, elle est pas, c'est pas une grosse erreur. Hein. Souninen, il la rattrape 2 fois pendant le rallye exactement de la même manière, mais chance ou pas pour lui, il y avait pas d'arbre à ce niveau-là, il n'y avait pas de fossé trop creusé. Encore une fois, Katsuta, son gros tête à queue, il peut être beaucoup plus dramatique. Donc oui, c'est très très dommage pour Esa Pekka, Lapi et Yann Ferme, parce qu'en plus, ils peuvent même pas repartir le lendemain parce que la voiture est quand même bien détruite. Voilà, un rallye à oublier pour eux, tout de suite passer sur le suivant, la profiter du mois d'août pour oublier ça, essayer de reconstruire plutôt sur les 3 très très grosses journées qu'ils avaient fait en Estonie. Mais là aussi, ça a montré la limite de la Hyundai parce qu'un pilote de son talent en Finlande qui n'arrive pas forcément à suivre les Toyota, alors sans parler de celle de Kalle Rovanperä, mais au moins de celle d'Elfyn Evans, bon, ça pose encore un petit peu la question de la perf de la Hyundai. Et puis Teemu Suninen, un très bon rallye de sa part aussi. Ça fait 2 de suite avec l'Estonie. Ce qui est dommage, c'est que, ce qui est dommage, je ne sais pas si c'est dommage, mais en tout cas sur la Grèce, il a été publié là récemment que c'est Dani Sordo qui allait reprendre le volant de la 3e voiture, ce qui est normal on va dire dans l'esprit. On essaye de maximiser nos chances d'être champion constructeur, même si ça reste mathématiquement possible, mais c'est toujours un peu hypothétique, on va dire. Mais Souninen, c'est pas une énorme surprise non plus sur ses terrains de prédilection, sur ses terrains d'entraînement sur lesquels il a grandi. J'aurais aimé le voir sur la fin de la saison, et je pense que si Hyundai voulait vraiment construire sur du moyen terme, ça aurait été bien de le laisser finir la saison sur une 3e, voire une 4e voiture. Alors ça a un coût, hein, bien évidemment. Ça aurait été dommage aussi de mettre Dani Sordo sur la touche pour tout le reste du championnat. Mais ça reste des gros points d'interrogation sur la suite parce que Suninen, si on ne le teste pas sur l'Acropole, si on ne le teste pas sur les rallyes asphalte qui vont arriver sur la fin de saison, le Japon, l'Europe centrale, on ne saura jamais. Donc oui, il est performant en Estonie, en Finlande, il sera performant très certainement en Suède, mais sur les autres rallyes, s'il ne gagne pas d'expérience, on peut pas savoir. Tu sais que l'année prochaine, ils ont annoncé, alors hypothétiquement, une 4e voiture, ça j'ai du mal à y croire, enfin c'est les rumeurs qui courent, et ils annoncent Suninen sur 7 manches. Je suis d'accord avec toi, moi je l'aurais bien vu sur toutes les manches terre, au minimum sur cette saison, tu vois, l'Acropole et ce qui est resté. C'est dommage, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à faire confiance aux jeunes. Enfin, Suninen, c'est pas vraiment un jeune, mais tu as l'impression qu'ils ont un petit peu du mal hein, quand même. Non, mais c'est clairement ça. Après, on en discute depuis le début de la saison, mais la grosse question, c'est de savoir, et eux seuls ont les cartes, et je suis même pas sûr qu'en Allemagne, à Alzeno, ils aient toutes les cartes pour savoir de quoi leur avenir sera fait, s'ils continuent sur 2024 déjà, s'ils continuent sur 2025, est-ce qu'ils refont une voiture pour 2026 avec les nouvelles réglementations? On entend parler des 24 heures du Mans avec l'hydrogène, on entend parler de beaucoup de choses, donc je pense que c'est pas la peine de trop discuter là-dessus parce qu'il y a trop d'interrogations et voilà, d'incertitudes exactement comme tu dis. Donc on prend les choses les unes après les autres. Sordo à l'Acropole, on verra ce qu'il en est au Chili. Ce serait bien que ce soit Suninen pour valider ses belles performances. Et puis après, sur l'asphalte, je pense que ce sera Sordo qui viendra finir la saison. Mais pour en conclure avec Hyundai, tu penses qu'elle a évolué cette auto sur les 2 blocs qui viennent de passer, ou c'est encore trop loin, ou c'est l'arbre un peu qui cache la forêt, les performances? Non, elle a évolué, et puis les pilotes le disent bien, la collaboration Neuville-Lapie est très bonne, je pense. Ils vont clairement dans la même direction, ils s'aident l'un l'autre. Ils se rapprochent petit à petit, l'écart au kilomètre diminue un petit peu. Par rapport à Toyota, hein, bien entendu, ils sont clairement au-dessus de Ford aussi, on va y venir, mais il en manque, c'est clair. Alors, tu me fais la transition, tu vois pourquoi j'ai besoin de toi, parce qu'il y a un avis technique, mais aussi tu me fais des transitions. Donc là, on va partir sur Ford.
Ford, alors je ne te cache pas que je suis très ennuyé parce que autant les émissions passent, autant c'est toujours pareil. Mais là, j'ai l'impression que ça a été pire. Pire, alors tout le monde a gueulé sur les réseaux sociaux. Ouais, elle est encore tombée en panne, il y en a marre. Après, on a compris qu'il avait tapé et que ça avait endommagé le ski, ça avait endommagé. Mais une fois de plus, il y a une faiblesse mécanique. Il y a une autre faiblesse mécanique avec Loubet sur la dernière journée où il passe les 3/4 de son temps en mode road. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est Pierre-Louis, là où une fois de plus, je suis très ennuyé. C'est un rallye où je pense qu'éperdument, tu savais qu'il y aurait de la casse. Quand tu vois Zavala qui rentre 5e, il y avait la place de rentrer parce qu'il fait 6 en Estonie, il aurait pu faire 5. Là, une grosse erreur. Dès la deuxième, il se met au tas. Alors, c'est spécifique, c'est tout ce que tu veux, mais ça commence à devenir problématique. À un moment donné, tu ne peux pas laisser filer un rallye comme ça dès la deuxième spéciale, te mettre au tas. Alors, on n'est pas dans les autos, ça, je suis d'accord avec toi, c'est facile de juger. Quand même, ça commence à devenir problématique pour Pierre-Louis. Oui, et puis pour Ford, de manière générale, c'est vrai que j'ai un peu mal à mon ovale bleu, si on peut dire. Les rallyes se ressemblent étrangement. On se rappelle du Mexique, je crois que c'est au Mexique, où ils ont dans la même spéciale, la troisième spéciale, les 3 voitures qui abandonnent dans la spéciale. Ici, deuxième spéciale, les 2 voitures qui abandonnent. Ott Tanak, lui, clairement, il n'a qu'un seul objectif, c'est de gagner des rallyes. Donc, lui, c'est full attaque du début à la fin. Le scratch dans la première spéciale le montre bien. Donc là, effectivement, il attaque fort. Il va taper une pierre. Je ne saurais pas dire si c'est une faiblesse mécanique, parce que ça tape vraiment fort quand même. Donc certes, il y a des endroits où ça pourrait passer. Là, c'est pas passé. Il casse le moteur, mais cette fois, c'est lui qui le casse et c'est pas le moteur qui casse. Et je me permets de juste te couper. Ok, ça tape une pierre. Ok, ça cède. Ok, il y a des dommages, mais les autres WRC, quand tu vois les passages, mais il y a des passages autrement plus violents où ça tape autrement plus fort quand même sur certains passages. Alors, ouais. je jette pas la pierre, façon de parler, mais quand même, tu as l'impression à chaque fois qu'il y a un petit truc, comme Pierre-Louis, tu vois, alors il fait une grosse erreur, mais le dimanche, une fois de plus, il se retrouve avec un moteur en mode dégradé. Il y a un problème avec ce auto quand même. Non, mais je suis d'accord qu'en termes de fiabilité, il y a énormément de progrès à faire. Et depuis le début de la saison, on dit ça. Donc oui, là aussi, la question, elle va se poser à un moment de l'implication de Ford auprès de M-Sport. On a vu les publications comme quoi il retournait au Dakar. Donc c'est pas forcément un excellent signe pour le WRC. Je sais pas quoi te dire de plus, à part qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que Toyota, que Hyundai, que pour aller chercher de la perfo, ils sont obligés de faire des compromis, des concessions même plutôt que des compromis. Et qu'il y a un moment, ils le payent, et clairement, ils le payent au prix fort. Et quand il n'y a pas de problème de fiabilité, ou pas encore, en tout cas, c'est le deuxième pilote, voire le premier pilote, parce que on peut pas dédouaner Tanak de tous les torts sur son abandon de ce rallye-là. Par contre, c'est vrai que Pierre-Louis Loubet, on en a parlé, saison encore très compliquée. Là, il aurait pu capitaliser sur le rallye d'Estonie où on avait dit que enfin une belle performance sur laquelle il pouvait construire justement. La deuxième spéciale, ouais, comme tu dis, malheureusement, il n'a pas le droit. C'est trop facile de dire ça, encore une fois, mais c'est trop dommage. C'est trop dommage et ça assombrit encore un peu plus son avenir, surtout à la vue encore une fois, de la performance d'Adrien Fourmeau sur la Rallye 2, qui ne devait même pas être engagé, puisque chez M-Sport, on était assez certain de l'écart de performance qu'il pouvait y avoir par rapport aux autres Rallye 2. Et puis finalement, c'est la très très grosse bonne surprise du rallye, c'est que Adrien Fourmeau et Alexandre Correa ont sorti une performance majuscule pour finir deuxième du rallye 2 et troisième sur le WRC si on inclut Oliver Solberg. Donc oui, c'est pas très bon signe pour Pierre-Louis Loubet, parce que mine de rien, Adrien Fourmeau, malgré les petites erreurs qu'il a pu faire,
les grosses erreurs qu'il a pu faire cette saison, il a quand même un paquet de grosses performances aussi, de gagner à Ypres, d'être en tête du championnat anglais, même si voilà, ça reste quelque chose d'assez, comment dire, anodin, si on peut l'employer, mais bon, il roule quand même contre des locaux qui ont les dents longues, donc c'est jamais facile. Et puis ses perfs en Rallye 2, elles sont quand même assez intéressantes, voire très intéressantes avec le matériel qu'il a. Donc à voir si l'évolution moteur qui est promise pour la deuxième partie de saison, elle va vraiment aider. Mais en tout cas, il se repositionne très clairement si jamais Ford et M-Sport font quelque chose sur l'année prochaine. Alors, tu l'as souligné, et je voudrais souligner quelque chose. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent. Adrien Fourmeau fait une performance pour moi majuscule, autant majuscule qu'au Mexique, même si ternit sa performance en sortant, non, en Sardaigne, pardon. C'est en Sardaigne, hein. Excuse-moi, je dis une bêtise, en Sardaigne. Je voudrais juste revenir sur Pierre-Louis. Alors, Pierre-Louis, moi, je suis ennuyé parce que je l'aime beaucoup, je l'aime en tant que pilote. Je connais quelqu'un qui est dans un peu. Et quand même, toi qui connais un petit peu ce monde-là, tu n'es pas au rallye de la courgette. Il y a des ingénieurs, il y a des gens qui le drivent, il y a bien des choses qui se disent avant le rallye. Enfin, c'est M-Sport, il y a bien quelqu'un qui a dû lui dire, écoute Pierre-Louis, tu y vas doucement. Alors, je ne suis pas dans la voiture, hein, moi je suis juste un observateur, c'est plus facile d'être dans mon fauteuil et de regarder ça plutôt que d'être dans la voiture, mais il y a quelqu'un qui lui dit, Pierre-Louis, il y a un coup à faire. En Finlande, tu sais très bien que ça va sortir, qu'il va y avoir de la casse, tu peux finir 5e. Quand tu vois la performance de l'Advala, pourtant ça n'a pas été un... Voilà, c'est en dessous. Comment ça se fait que ça sort au deuxième? Il y a bien des gens qui drivent ça, il y a bien des ingénieurs. Oui, bah, clairement. Et puis j'imagine qu'il a aussi un préparateur mental, des gens qui peuvent l'aider sur ces points-là qui sont de plus en plus importants. Mais oui, enfin, encore une fois, là, à ce niveau-là, on peut pas faire grand-chose, on peut pas dire grand-chose à part constater et lui souhaiter le meilleur pour la suite. Mais je sais pas de quoi elle sera faite. J'espère voilà, il va peut-être finir la saison. Je serais pas étonné de revoir un Adrien Fourmeau sur une Rallye 1 à l'une ou l'autre des occasions, même si je pense que voilà que ça restera quand même Pierre-Louis parce qu'il y a quand même des engagements financiers derrière. Voilà, il y en a d'autres qui sont passés, qui ont essayé, qui sont pas arrivés. Bah, malheureusement, oui, il y a de la pointe de vitesse parfois, il y a de la consistance parfois, trop rarement. Mais même si, comme tu le dis, et je ne cesse de le répéter, c'est très facile quand on est dans son canapé, et même quand on est devant son ordinateur en tant qu'ingénieur, de critiquer. Mais voilà, chacun est là pour faire son boulot. Et pour le moment, bah, le boulot à l'intérieur de la voiture, bah, il n'est pas forcément fait, en tout cas pas au niveau des attentes quand il n'y a pas de problème. Alors c'est compliqué aussi de se mettre en confiance quand tu es toujours à l'affût du moindre petit bruit, de la moindre pierre, parce que tu sais qu'il y a une faiblesse ou quoi que ce soit sur la voiture. J'imagine aussi qu'il avait quand même cette pression d'avoir de l'Advala derrière, parce que imagine, tu te fais déposer par un revenant qui n'a pas roulé depuis 5 ou 6 ans et qui connaît absolument pas les hybrides. Voilà, c'est compliqué aussi. Donc voilà, je peux pas en dire bien plus. C'est dommage. C'est dommage. On va voir comment ça évolue, mais je pense que enfin, je veux pas être le chat noir, mais j'imagine pas que ça puisse continuer ad vitam aeternam. On va passer maintenant au WRC2. Alors WRC2, c'est peut-être pour moi la catégorie la plus disputée, la plus intéressante. Alors comme tu le sais, il y a un petit peu le règlement qui plombe tout ça et ça me frustre énormément. Et une fois de plus, je vais te dire la même chose que je t'ai dit l'autre jour, c'est pas l'année de Solberg. Hein, parce que là, il ne marque pas de points, il te fait une performance majuscule. Hein, il est au-dessus de tout le monde. Pajari qui fait une très belle performance aussi. Contre-performance de Mikkelsen. Et là, c'est vraiment l'interrogation. C'est bizarre. Griezin aussi qui fait une performance en dents de scie. Utsunen qui a été admirable jusqu'à son problème moteur. Qu'est-ce que toi, tu as pensé du WRC2 ? Et je vais te lancer un petit peu sur le débat. C'est vrai que moi, au plus ça va, au plus ce règlement me pose question. Moi, je voudrais un règlement où on marque des points sur tous les rallyes quasiment.
Ou alors on sélectionne des rallyes, mais pas un je viens pas, on ne sait plus trop. Finalement, tu vois ce que je veux dire? Je fais l'impasse et puis je nomme pas ce rallye-là, mais je fais une performance de folie comme il fait Solberg. Moi, ce WRC2, il me pose question. Et à la limite, je vais mettre des pieds dans le plat. Je me dis que ce règlement est fait pour ne pas faire de l'ombre au rallye 1. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Non, je suis pas. Enfin, il y a une grosse marge, hein. C'est comme tout dans toutes les catégories, hein. Tu verras jamais la Moto 2 plus intéressante et plus médiatique que le MotoGP, même si il y a beaucoup plus de bagarres. Pareil en F2, la bagarre Théo Pourchaire et les autres pilotes qui est dantesque, elle éclipse pas la Formule 1. Non, En mais WRC, ce sera. Et regarde au Mans, hein, c'est pareil. Au oui, Mans, il est beau oui, avoir Toyota qui était en cavalier seul, même si la bagarre en MP2 et en GT, elle faisait rage. Ça n'a jamais éclipsé les victoires de Toyota. Mais c'est vrai que le règlement, il est à revoir. Encore une fois, promis sur cette fin du mois d'août ou juste après l'Acropole, on se fait un podcast dédié à tout ça et on en discute. Là, je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt qu'on se focalise sur les performances, puisque, bah oui, Solberg, en tout cas, au moins, il se rassure. Il montre qu'il peut être constant, qu'il peut être performant aussi. Reste à le faire sur plusieurs rallyes d'affilée. Là, c'est pas de chance, oui, il ne l'avait pas mentionné dans ses manches où il marquait des points. Ensuite, ça enlève rien à la bagarre qu'il y a eu derrière. Tu as tout à fait raison. Sami Pajari qui gagne son premier rallye en rallye 2. Un vrai espoir finlandais. Il a tout juste une vingtaine d'années, je crois, pressenti pour rouler dans la Toyota Rallye 2 l'année prochaine. Donc, une très très bonne préparation dans ce cadre-là. Je vais être un peu moins critique par rapport à Andreas Mikkelsen parce qu'il a quand même eu des problèmes, hein. Quand il perd pied, c'est sur une crevaison et sur un problème d'amortisseur le premier jour, donc il l'a fait un peu dégringoler. Et au contraire, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien remonté dans le classement. Il finit quatrième. Derrière Griazine et Fourmeau. Il marque quand même des gros points. Il marque un point aussi dans la Power Stage. Ce qui fait que tout simplement, avec 4 rallyes, il passe en tête du championnat. Donc, il arrive sur le tard depuis le Portugal, mais tu vois, il a 4 rallyes, il a 5 points d'avance sur Johan Rossel qui a 4 rallyes aussi. Et puis derrière, c'est Padjari qui a 11 points, mais qui a 5 rallyes. Et Solberg qui est encore plus loin, à une quinzaine, non, même plus, à 18 points, et qui a 5 rallyes aussi. Donc, il se replace clairement dans la course au titre. Et je pense qu'il va y avoir une belle bagarre entre ces 4 pilotes. non, mais quand je dis rallye en demi-teinte, c'est que je le voyais plus haut à la bagarre. Tu vois, j'ai été un petit peu étonné. Bon, Lindholm qui a eu beaucoup de soucis lui aussi, mais j'ai été un petit peu étonné par Greensmith, par Griezine, par Mikkelsen, et j'ai eu l'impression que bizarrement, la Skoda avait peut-être des setups qui leur convenaient pas, où il y avait des petits soucis. Ils étaient un petit peu en demi-teinte, j'ai eu l'impression. Tu vois, Chris Smith, ça le fait pas, quoi. Et Griezine non plus, et Mikkelsen, j'ai l'impression, tu vois, j'aurais voulu les voir un peu plus à la bagarre. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Ça reste quand même un rallye de spécialistes, un rallye où les Scandinaves ils brillent tout le temps, c'est leur terrain de jeu, hein, que ce soit les Norvégiens pseudo-suédois Oliver Solberg, Mikkelsen, Padjari, Lindholm, comme tu l'as mentionné, Utunen. Voilà. Moi, je trouve que ça a été un beau rallye de la part d'Andreas Mikkelsen aussi. Il était à la bagarre avant ses petits soucis. Et puis Greensmith, lui, c'est pas un spécialiste de la surface. Il était là pour marquer des points aussi. Il en avait besoin. Il a pris des risques. Ça n'a pas payé. Il est sorti. Ouais, pas grand-chose d'autre à dire. C'était une belle bagarre du début à la fin et les meilleurs s'en sont sortis, sur ce rallye en tout cas. Ça relance quand même bien le championnat, en espérant que Rossel puisse faire de belles performances. On va revenir une dernière fois sur Adrien Fourmeau. Il faut le souligner, il a fait vraiment une performance majuscule avec du matériel qui n'est peut-être pas au niveau aujourd'hui de la Skoda. Hein. C'est vraiment une belle performance. Hein.
Ouais, non, pour moi, je te le dis clairement, hein, la victoire de Evans est magnifique. Gagner au scratch comme ça et un deuxième rallye de Finlande pour lui, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je ne sais même pas s'il n'y a pas que Loeb qui en non scandinave a gagné à plusieurs reprises le rallye de Finlande. Lui, c'est sa deuxième victoire. Mais à côté de ça, oui, pour moi, la perf du week-end, c'est clairement Adrien Fourmeau quand tu considères le manque de performance de son auto. Euh, et puis dans le bleu-blanc-rouge, on va aussi féliciter Johan Rossel qui fait un rallye sage, il apprend, il n'était pas là pour faire des performances, il fait un bon petit rallye. Nicolas Siamin aussi, qui pareil, était là pour apprendre, qui termine 10e. Ouais, c'est une belle performance d'ensemble. On va dire, bon, performance, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est des rallyes consistants et qui vont permettre de construire pour ces pilotes-là, même si voilà, on peut se poser la question de savoir où est-ce qu'on va les retrouver sur les années prochaines. Mais en tout cas, Johan Rossel, lui, il a un titre à aller chercher, à jouer. Donc il va falloir maintenant assurer à l'Acropole, surtout en Europe centrale et peut-être au Japon s'il y va, pour aller décrocher ce titre. Mais c'est vrai que Mikkelsen va être compliqué à aller chercher. On va en clôturer, on va en finir avec le rallye de Finlande, qui pour moi était passionnant à beaucoup de niveaux, même si certains observateurs ont dit, tu sais, un petit peu aigri, oui, bon, c'est ennuyé. Bon, moi, je ne me suis pas ennuyé du tout. L'ambiance a été folle. Moi, j'avais des amis qui étaient. Moi, je rêve d'aller voir ce rallye. Le seul truc que je regrette, c'est un petit peu la carte postale. C'est-à-dire que bon, il pleuvait, j'avais plus l'impression d'être dans les forêts galloises parfois qu'en plein mois d'août au rallye de Finlande. Et je pense que ça aurait été encore des passages encore plus dingues sur le sec. Moi, j'adore ce rallye. J'espère qu'un jour, je pourrai y aller. On va passer au rallye de Grèce, à l'Acropole. Dis-moi les points clés pour gagner là-bas. J'invite les gens à écouter ce qu'on s'est dit à la fin du rallye de Sardaigne. Ce sera à peu près la même chose. Un rallye très cassant, encore une fois. Enfin bref, le rallye de Sardaigne, c'est vrai que du coup la météo avait été complètement à l'opposé de ce qu'on avait pu prévoir, mais en tout cas s'il fait les chaleurs et la sécheresse qui est attendue en Grèce à cette époque-là, c'est un rallye qui va être très cassant, où la hauteur de caisse va être très importante. On va voir si Hyundai sur la voiture de l'API a réglé ses problèmes d'arbres de transmission avec des voitures aussi hautes. Et voilà, la clé, ce sera ça, ce sera la fiabilité, la performance, voir le balayage ou à l'inverse, de pouvoir éviter les grosses pierres qui seront sorties lors des premiers passages par les concurrents pour éviter toutes les casses, tout simplement. Et puis ça va être encore une fois, je le répète un petit peu, mais la prépa physique des pilotes, parce qu'il va faire chaud, il va faire sec normalement, il va faire très chaud dans les habitacles justement, et de rester lucide tout au long des spéciales et sur 3 jours, c'est ça qui va être un peu la clé. Mais bon, Toyota a montré que ce soit au Kenya ou alors pas en Sardaigne, mais plutôt au Kenya, oui, que sur ces rallyes-là, ils avaient quand même encore un petit avantage. Ça va être les données principales. Alors, avant de se quitter, 2 dernières choses. Comme tu le sais, on est des spécialistes des pronostics. Je vais te demander ton pronostic. Je mentionne une dernière petite chose. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai quand même eu le point bonus en mettant la à 5e. D'accord ? Donc, vu qu'on a été nul sur la Finlande, c'est moi qui ai gagné. Allez. D'accord ? Allez, je te lance le prono sur l'Acropole. Écoute, je vais mettre Ogier. Ogier qui gagne, puisque pour ceux qui ne le savent pas, il vient d'être nominé pour être le 4e pilote de Toyota. Donc Ogier qui gagne, je vais dire une 2e place pour Rovanperä et puis une 3e place pour Neuville. On n'a pas du tout le même prono. Alors, moi, je vais te dire Evans, parce que moi, j'ai envie que ce championnat soit fou jusqu'à la fin. Faut qu'il gagne, même si j'adore Rovanperä. 2, Ott Tanak, parce que si la Puma va au bout, et puis il se doit de faire un truc, voilà, si la Puma va au bout, ça peut être en haut.
Et moi, je vais dire Lapie, parce que comme tu sais, Lapie, depuis le début de saison, je le suis. Et puis, voilà, il se doit de rebondir. Je vois Lapie troisième. Ils auront tous une bonne place, enfin, une bonne position sur le départ. Donc, je pense que ça peut faire ça. Tu as vu, on n'a pas du tout le même. Hein. Non, c'est noté. Voilà, sauf Evans qui sort un petit peu plus. Voilà, une fois de plus, merci à toi. Dernière chose, Auto-Mini Racing, est-ce que tu as des cadeaux ou pas? Eh ben écoute, cette fois, c'est toi qui me fais la transition, tu vois. Aujourd'hui, le petit bonus, c'est justement, on en parlait, Ezapeka Lapi, tout simplement parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire son assistance justement en rallye de Finlande en 2013. Donc, tu le mentionnais tout à l'heure, mais effectivement, si tu as l'occasion, vas-y, c'est un rallye magnifique, un pays magnifique également. À découvrir. Et donc, voilà, au niveau d'Auto-Mini Racing, on a cette Skoda du Monte Carlo, de l'équipe Even Rally, de Ezapeka Lapi et Yann Effer, donc un petit modèle unique également, monté par nos soins, qui sera visible dans l'exposition permanente. Voilà. Et puis, j'ai deux autres petites choses. On avait fait une petite encartade, une petite entorse au rallye la dernière fois avec Ayrton Senna. Là, je te présente, je l'espère moi en tout cas, un futur champion du monde de Formule 1, Charles Leclerc. Et donc, tu vois, c'était pour souligner le travail qui est fait par un ami portugais qui fait ses miniatures de pilotes, notamment de F1. Et là, voilà, c'est l'été, on rigole un petit peu. La partie grosse tête avec Charles Leclerc, donc un joli modèle unique aussi qui sera visible chez nous avec sa voiture. Et puis la dernière petite chose aussi, c'est l'été, il y a des soirées apéro, on aime bien s'amuser, etc. Je voulais juste mentionner également, et on mettra le lien, si tu le veux bien, dans la description, une campagne de financement participatif qui a été lancée sur Ulule pour un jeu de société dédié à Michel Vaillant en 24 heures du Mans. On a beaucoup parlé des 24 heures du Mans, on a parlé de Pikes Peak aussi. Michel Vaillant, ses dernières aventures, il y avait Pikes Peak dedans. Et il a fait pas mal de rallyes aussi, hein, notamment dans l'album qui s'appelle Duel. Qui était assez sympa. Et donc, du coup, un jeu de société donc, basé sur les 24 heures du Mans, un jeu de stratégie qui est en financement participatif sur Ulule. Donc, n'hésitez pas à aller réserver votre exemplaire. Vous verrez, c'est pas du tout exorbitant et ça promet des belles soirées de rigolade et de passion autour du sport auto. Et donc, voilà, c'était un joli projet que je me permettais de souligner. Alors, je mettrai. Sachant que le projet est déjà validé. Voilà, le projet a été validé. Il y a une extension au niveau de la date de participation pour réserver ces premiers exemplaires qui seront en édition limitée, justement, donc pour tous les collectionneurs, les passionnés de jeux de société, de sport auto, de 24 heures du Mans, de Michel Vaillant. Donc, n'hésitez pas, on mettra le lien donc, sur Ulule. Vous allez taper Michel Vaillant aussi et vous trouverez très rapidement le jeu de société dédié. Et avec toutes les différentes boxes qui peuvent exister pour avoir vraiment le pack qui vous plaît. Alors, on mettra le lien, tu me le feras passer, je le mettrai dans la description avec grand plaisir. Deux dernières petites choses, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Il nous reste 2 minutes, je vais les utiliser. Je veux la date de l'exposition parce que maintenant, je sais que je connais la région, je veux venir. Il me faut la date maintenant de l'exposition. Eh tu sais comment c'est en France, hein, entre juillet et août, il n'y a pas grand-chose qui avance. Donc, donc pour le moment, c'est encore en cours de finalisation. On espère que ce soit surtout début 2024. Mais voilà, il y a pas mal de discussions avec les communes et des locaux qui seraient capables de nous accueillir. Donc ça avance sereinement. Mais bien évidemment, vous serez les premiers informés dès qu'il y a quelque chose. Et puis surtout, allez jeter un œil sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @Auto-Mini Racing. Vous aurez tout ce qu'il faut en temps et en heure, et peut-être même des cadeaux, des surprises, des petites entrées à gagner pour quand ce sera le moment. Alors, moi, je te promets de venir parce que tu sais que je suis très attaché à la région, je suis beaucoup venu.
Je viendrai faire un reportage, on fera une vidéo, on la mettra sur YouTube. Puis tu me promets, on ira voir un match de basket à Saint-Chamond tous les deux. Avec plaisir, ouais. Avec plaisir, Ok. avec grand plaisir. Dernière petite chose, tu me promets, tu es là après la Grèce, hein? Avant ou après la Grèce, ouais, on se fait cet épisode spécial à venir du WRC. On pourra peut-être même parler du championnat de France si on le fait avant ou après le rallye du Mont Blanc. En fonction, mais en attendant, j'espère que vous êtes encore tous connectés. Donc, posez-nous vos questions, mettez des commentaires, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne. Ça fera que renforcer le superbe travail qui est fait par Fabien et qu'on ne peut que souligner. Donc, faisons grandir la communauté un petit peu. On a de plus en plus de retours positifs et de commentaires intéressants, constructifs pour qu'on puisse s'améliorer. On vous promet aussi que d'ici la fin de saison, il y aura des invités potentiels. Mais voilà, pour avoir ces personnes-là, il faut aussi les convaincre de la pertinence. Et ça, on peut les avoir en faisant grimper toutes ces données-là. Et donc voilà, même un petit commentaire, un petit like, n'hésitez pas, c'est à poser vos questions aussi. Et voilà. Ça a été un vrai plaisir. Une fois de plus, merci pour ta pertinence, pour tes commentaires. Je sais que tu es vraiment un connaisseur. On parlera de toi un petit peu plus tard, un de ces quatre, si tu as envie de te présenter un peu plus sur ce que tu fais. Je te remercie. On se dit à très bientôt. Eh ben écoute, merci à toi Fabien, merci encore pour tout ce que tu fais sur les différentes choses. J'invite les gens aussi à aller voir tes vidéos et podcasts dédiés sur les pires WRC de l'histoire, sur ce que tu viens de lancer sur les pilotes de légende aussi. C'est vraiment super intéressant, très agréable à écouter et à regarder. Allez tout simplement jeter un œil sur toute la chaîne, découvrir ces vidéos-là et je pense que vous passerez du bon temps, que ce soit sur la plage, tranquille sur un transat. Et puis, il me reste juste à vous souhaiter de très très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être, qui vont y être ou qui en reviennent. Justement, voilà, un petit épisode pour vous remonter le moral. Ça fait toujours du bien. Et puis, je vous dis à très très vite et sous la chaleur de la Grèce. Allez, merci à toi. Ciao, ciao. Salut, salut.